carottes, si vous les regardez bien, c'est pas les pires, mais il y a beaucoup de fruits et des légumes qui sont gaspillés parce qu'ils sont endommagés, parce que ce sont des produits frais. Et alors, la question c'est, avons-nous besoin de carottes? Alors la réponse est sans doute oui, mais on peut fractionner des carottes. Vous voyez ici, il y a une poudre, c'est pas à partir de la carotte, c'est des polyphénols, non, des phénols on va dire, et ces phénols ont été extraits du raisin. Alors je vous invite à venir goûter. Alors si vous voulez goûter, venez goûter. L'idée c'est, on va en mettre un tout petit peu dans un récipient. Alors on va le mettre dans une assiette, que voilà, une assiette propre. Alors vous voyez ici, il y a de quoi faire à peu près 10 000 sauces au vin. Donc vous voyez qu'on est quand même très moderne. On n'est plus au Moyen-Âge où on est en train de prendre du vin dans une bouteille. Alors je vous invite par conséquent à faire la suivante. Vous allez tremper votre doigt dans un pot de poudre et vous allez goûter. Donc je ne dis pas que c'est du vin, je dis que ce sont des phénols de vin. Ceux-là sont des phénols de Syrah, et mieux de Syrah de 2009. Voilà, alors avec ça, il y en aura pour tout le monde. Donc venez, trempez votre doigt, n'hésitez pas, vous faites comme moi, comme ça, vous goûtez, et vous allez voir, c'est très intéressant, ce sont des phénols de Syrah. Madame la Présidente de l'Académie d'Agriculture, veux-tu venir goûter? Alors, tu fais comme moi, voilà, tu trempes ton doigt, tu goûtes, alors c'est juste les phénols d'un vin, d'un cépage Syrah. Donc il y a beaucoup de goût, c'est très puissant. Hein, et c'est ça qui reste quand on évapore du vin. Venez goûter, madame. Oui, c'est bon. Les phénols, c'est bon pour la santé en plus. Les phénols, c'est antioxydant. Ça a été extrait du raisin avec un procédé de filtration. Il n'y a pas de chimie dedans, c'est juste. Et alors vous mettez une cuillerée comme ça dans l'eau et vous avez presque une sauce au vin. Alors après, il faut mettre des sucres, de l'acide tartrique, des choses comme ça. Vous voyez. Et c'est plus pratique que d'évaporer du vin quand on fait une sauce au vin, n'est-ce pas? Prenez une cuillerée, venez goûter, n'hésitez pas, venez madame. Tiens Lucille, viens. Trempez votre doigt dans les polyphénols de Syrah. Et c'est pas n'importe quel Syrah, c'est du Syrah récolté à Faugère et en 2009. Vous voyez que ça... Vas-y, goûte, c'est bon. Trempez votre doigt, voilà. Alors, j'ai plein d'autres choses à vous faire goûter, c'est-à-dire, si vous n'avez jamais... Oui, c'est très fort. On va en faire un deuxième. Hein. Alors celui-là, dans le vin, vous savez qu'il y a de l'acide tartrique. On célèbre le bicentenaire de Louis Pasteur. Et Louis Pasteur avait étudié l'acide tartrique. Ceux qui n'ont jamais goûté de l'acide tartrique, je vous invite à faire de même. Vous trempez votre doigt, n'en prenez pas trop, hein. N'en prenez pas trop, et vous allez avoir l'acidité du vin, la pure acidité du vin. C'est très bon. Alors, les industriels en font des bonbons, ils en font des tas de choses. Ne pas confondre avec l'acide citrique, qui lui est un acide du citron. Vous pouvez les goûter les uns à côté des autres, vous allez voir, c'est très différent. Et donc en cuisine, je vous invite à avoir une salière, une poivrière, mais une tartrière et une citrière en quelque sorte. Venez goûter, vous avez un bon palais. Alors, les polyphénols de Syrah, vous allez goûter. Ah, il faut que vous goûtiez la cuisine de demain, c'est pour vous qu'on l'a fait, hein. C'est pas pour moi. Hein. Voilà. Alors maintenant, je crois que pas celui-là, on va en prendre un autre. Alors maintenant, vous savez que alors on va faire une expérience. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, râper une carotte? Voilà. Il faut apprendre à goûter. Bon. Le goût, c'est une sensation qui est très compliquée parce qu'il y a la saveur. Alors je vous invite à faire une expérience. Dites le mot citron à haute voix. Dites-le plus fort. Madame la Présidente, faut dire le mot citron. Citron. Encore. Citron. Dites-le encore. Citron. Voilà, maintenant vous allez fermer les yeux. Fermez les yeux et dites le mot citron. Citron. Encore une fois. Citron. Les yeux toujours fermés. Vous imaginez ce citron jaune devant vous. Vous l'avez? Oui. Gardez les yeux fermés. Maintenant, vous le coupez en deux avec un couteau. Vous l'avez? Bon. Maintenant, vous allez lécher la lame. C'est fait? Et bien, vous avez tous dans la bouche, vous pouvez rouvrir les yeux, de la salive. Pourquoi? Parce que la salive est ce qu'on appelle un milieu tampon. C'est-à-dire que ça va lutter contre l'acidité. Si vous aviez le jus de citron dans la bouche, ça attaque la bouche. Alors que si la salive a prémuni contre l'acidité, alors du coup, vous voyez que le mot détermine le goût. Parce que quand vous buvez du vin un peu acide, avant de dire citron, vous le sentez parfaitement. Et après, vous ne sentez plus l'acidité. Donc les mots sont très importants en cuisine.
quand vous servez un mets à des amis, choisissez bien vos mots. Alors, on a une carotte. Voici une carotte pelée, je voulais. Voilà. Alors, ouais, il faut la peler entièrement. Et il faut la couper. On va la couper en petits morceaux pour que chacun puisse avoir. On va commencer avec ça. Alors, je vous invite à faire. Vous faites la chose suivante. On va maintenant essayer de comprendre ce que c'est que le goût. Alors pour ça, je vous invite à faire la chose suivante. Vous prenez une petite pincette de ce machin-là, voilà. Vous fermez, vous passez le dé, vous goûtez et vous sentez ce qu'il y a. Après un long moment, vous avez bien pris le temps de sentir, vous relâchez le nez et vous voyez ce qu'il y a en plus. Pourquoi? Ce qu'il y a d'emblée, c'est la saveur sur la langue. Et s'il y a quelque chose en plus, ça monte par l'arrière de la bouche et on a l'odeur. Donc il y a des aliments qui ont une saveur. Ah, il faut tout un petit morceau. Ah, vous n'avez pas de photo, voilà. Il y a des aliments qui ont de la saveur, il y a des aliments qui ont que de l'odeur, et il y a des aliments qui ont les deux. Alors je vous invite à commencer avec l'acide tartrique. Donc vous pincez le nez, vous le mettez sur la bouche et vous essayez de savoir ce que vous sentez. On va en prendre trop, pincez le nez d'abord. Alors, je ne suis pas en train de faire de l'hypnose, mais je vous dis que vous sentez une acidité assez agréable, c'est l'acide tartrique. Vous lâchez maintenant et il n'y a rien de plus. Donc l'acide tartrique, il a une saveur, mais il n'a pas d'odeur. Alors ça serait pareil avec le sucre. Le sucre a une saveur, mais pas d'odeur. Alors maintenant, je vous invite à prendre un morceau de carotte. Et à faire la même expérience. Alors, vous pincez d'abord le nez. Alors merci à notre ami qui a. Donc vous prenez un morceau de carotte, vous pincez le nez, vous mettez en bouche, vous mastiquez, vous essayez de sentir si vous sentez quelque chose, et ensuite vous relâchez le nez après un long moment. C'est peut-être trop un gros morceau comme ça, mais enfin vous faites. N'hésitez pas à faire l'expérience. On peut les couper en deux, peut-être ça. Voilà. On a le droit de respirer. Et alors vous relâchez, et tout d'un coup, est-ce qu'il y a quelque chose en plus? Oui, on se met à sentir la carotte. Donc vous voyez que la carotte, elle a une saveur et elle a une odeur. Donc vous voyez, c'est très différent de l'acide tartrique. Ça serait très différent du sucre. Ça serait très différent du sel. Vous avez fait l'expérience, madame? Faites l'expérience, prenez. On va vous donner un tout petit bout. Venez. N'ayez pas peur. Un tout petit bout juste pour faire l'expérience. De carotte. Prenez la carotte là. Alors vous pincez d'abord bien le nez. Venez donc, monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie d'agriculture. Non, il faut se pincer le nez d'abord. Vous pincez d'abord, vous mettez en bouche, vous mastiquez, et il faut que les enfants fassent. Mais au bout d'un moment, vous mastiquez, il ne fallait pas lâcher le nez. Vous mastiquez d'abord pour essayer de sentir la saveur, et ensuite pour lâcher pour avoir l'odeur. Tiens, tu peux ça. Tu pinces le nez d'abord, on se pince bien le nez d'abord. Alors on mastique, on sent la saveur, donc il y a un peu d'âcreté, il y a un peu d'amertume, il y a un peu de sucré quand même dans les carottes et du sucre, et on lâche, et tout d'un coup, il y a la carotte. Alors vous voyez, la carotte a de la saveur et de l'odeur. Bon, il y a des produits qui ont quelque chose en plus, par exemple ceux qui sont piquants, ils ont de la saveur, de l'odeur et du piquant, ce qu'on appelle le trigéminal. Venez donc faire l'expérience, venez. Vous trempez votre... Vous avez déjà goûté de l'acide tartrique? Non, jamais. Alors n'hésitez pas, prenez à la pointe du doigt, allez-y, venez. Vous prenez à la pointe du doigt, vous le mettez en bouche, vous allez voir, c'est une acidité très élégante. Très élégante. Je milite pour qu'on ait ça à table. On a une salière, pourquoi on n'aurait pas ça? Là, alors goûtez aussi s'il vous plaît, ce sont des polyphénols de Syrah. Le Syrah de 2009 de Fougères. Vous êtes élève de l'agro? Non, mais c'est pas grave. Alors, je vous rappelle que l'AgroParisTech est la plus grande école agroalimentaire du monde. C'est la meilleure. Il n'y a pas mieux au monde. C'est quand même impressionnant. Alors, on va faire un applaudissement pour AgroParisTech. Pour AgroParisTech, IBP, c'est pas assez. Pour AgroParisTech, IBP, c'est bien mieux. Alors maintenant, on peut continuer. Alors, on va donc maintenant faire un plat de synthèse. Alors il faut un étudiant AgroParisTech qui sait mettre des blancs en neige. Oui, c'est. Alors non, mais on a un visiteur qui veut faire. Alors venez. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est que nous n'avons pas deux. Donc comment battre les blancs en neige quand on n'a pas deux? Alors, quand vous avez un œuf, là, vous voyez, où est le jaune? Alors, il y a des gens qui disent au milieu, des gens qui disent en bas, qui disent mieux. Vers le bas.
Les livres de cuisine disent toujours de vers le bas. Eh ben non, le jaune il flotte parce qu'il contient du gras. Donc si vous avez votre œuf ici, le jaune est en haut, vous le retournez, le jaune remonte. Et donc quand vous avez votre œuf dans la casserole, où est le jaune? Ici. Vous pouvez faire l'expérience, vous faites une croix au stylo sur un œuf, vous le cuisez dans de l'eau bouillante et vous verrez que le jaune est décentré vers le haut. Toujours vers le haut parce que ça contient du gras. Voilà. Alors ça, on le sait en plus que le... Bon, alors revenons à notre œuf. J'ai pas d'œuf. Le blanc d'œuf, c'est très simple, c'est 90% d'eau. On va mettre de l'eau, voilà. Voilà, 90% d'eau. Oui, il faudra vous passer. Mais là, il y a déjà assez d'eau. Un œuf, c'est 60 grammes. Le blanc, c'est 30. Donc l'eau du blanc, c'est 27 grammes. Là, il y a à peu près 27 grammes. Mais le reste, c'est les protéines. Alors les protéines, vous n'en avez peut-être jamais vu. On en parle tout le temps, mais personne ne les a jamais vues. Voilà des protéines d'œuf. Alors je crois qu'on a une cuillère quelque part. Il n'y a pas une cuillère. Non. Alors, on va faire comme ça. Alors voilà des protéines d'œuf. Ça se conserve parfaitement. Là, j'ai l'équivalent de 1000 boîtes d'œufs. Et ça se conserve sans frigo, sans rien, à vitam aeternam. Donc on va vous faire un blanc artificiel, un blanc d'œuf artificiel. Alors il faut mettre 3 grammes. 3 grammes. Allez, je vais être généreux avec vos grammes. Voilà. Et maintenant, cet homme va battre un blanc en neige. Quel fouet faut-il qu'il prenne? Attendez, on va battre si on y arrive. Alors là... Celui-là, il a l'air ennuyeux. Il va battre un blanc en neige. Quel fouet faut-il prendre pour battre un blanc en neige? Qui vote pour celui-là? 1, 2. Qui vote pour celui-là? 1. Qui vote pour celui-là? Maintenant, réfléchissons. Quel est le but d'utiliser un fouet? Par exemple celui-là. C'est de pousser des bulles d'air dans le blanc d'œuf. Prenons celui-là pour commencer. Vous voyez, il va fouetter, la poudre va se dissoudre et ça met des bulles d'air. On les voit les bulles d'air? On voit des bulles d'air. Un blanc en neige, c'est des bulles d'air, ça s'appelle donc une mousse. C'est pas une émulsion, c'est une mousse. Ah, très bien, donc il a les bulles d'air. Donc maintenant, vous voyez que si vous avez un fil, il pousse des bulles d'air. Mais si vous avez 2 piles, il pousse 2 fois plus. 3 fils, 3 fois plus. Donc quel fouet est le meilleur? Celui qui a le plus de fils. Donc quand vous choisissez votre fouet de cuisine, comptez le nombre de fils. Ou mieux, vous prenez 2 fouets à la fois. Comme ça va 2 fois plus vite. Vous voyez? Alors ça s'appelle de la technologie. Et AgroParisTech est une école d'ingénieurs, donc il fait de la technologie. Il fait aussi de la science, mais il fait de la technologie. Donc notre homme, alors est-ce qu'il va bien? Vous trouvez qu'il va bien, madame? Le but, alors quel est l'objectif? Toujours l'objectif d'abord. Ça c'est pour mes élèves de l'agro. Quand vous faites un boulot, la première chose à faire, c'est quel est l'objectif. Si vous ne savez pas que vous allez à Colmar, vous risquez d'arriver à Marseille. Là, vous serez triste. Donc, on fixe d'abord l'objectif et ensuite, on met les moyens pour arriver. Donc, nous sommes en train de faire un blanc d'œuf en neige synthétique. Vous vous rendez compte? Ça, c'est le moderne. Ça, c'est le 21e siècle. La cuisine moléculaire que j'ai inventée il y a 40 ans, c'est terminé. Les Thierry Marx et autres, c'est fini. Maintenant, c'est de la cuisine de synthèse. Alors, ça fouette bien. Non, prenez les yeux, ça ira mieux. Mais non, regardez, vous les prenez comme ça. Ah oui, pardon. Quand on bat des blancs en neige, il faut être très très souple. Il ne faut pas que le bras soit contracté. Il ne faut pas que l'épaule soit contractée. Et c'est juste un mouvement du poignet comme ça. Et il faut aller assez vite parce qu'il y a des raisons physico-chimiques au fait d'aller vite. Il faut être bien détendu. Alors on va voir s'il est bien. Alors, vous pouvez nous toucher le bras pour voir si c'est dur. C'est dur, hein. Non mais le biceps plutôt. Non mais c'est dur. Non, c'est dur. Détendez-vous. Et voilà que ça mousse comme un blanc en neige, parce que c'est un blanc en neige. Mais un blanc en neige de synthèse. Bon. Alors, de toute façon, le blanc d'œuf n'a pas de goût, c'est le jaune qui a du goût. Donc vous voyez que des protéines. Alors elles pourraient venir du pois, elles pourraient venir du chanvre, elles pourraient venir du soja, elles pourraient venir de plein de choses. Celles-là, elles viennent de l'œuf, pourquoi pas. Donc voilà. Alors, très très bien. Alors on l'applaudit beaucoup parce qu'il a fait un blanc en neige de synthèse. C'est vraiment très très bien. Alors maintenant qu'on a fait, on a besoin d'un autre volontaire. S'il vous plaît, un autre volontaire pour faire une mayonnaise qui n'a jamais existé. Non? Un volontaire? Non? Vous ne voulez pas battre en neige? On a un volontaire. Alors,
Je vous invite à bien penser qu'une mayonnaise, il n'y a pas de moutarde, sinon c'est une rémoulade. Hein. La mayonnaise, c'est du jaune d'œuf, du vinaigre et de l'huile. Point. Sel, poivre. Sinon, c'est une rémoulade, une sauce qui existait déjà au XIVe siècle. Ne pas confondre la mayonnaise et la rémoulade, hein. Surtout pas. Hein. Et d'ailleurs, ça serait malhonnête de faire une mayonnaise avec la moutarde, parce que ce qu'on vendrait, ça serait une rémoulade et pas une mayonnaise. Voilà. Et la loi impose d'avoir au minimum 8% de jaune d'œuf, parce que sinon, les industriels ou d'autres feraient n'importe quoi et ne mettraient pas. Donc pour faire une mayonnaise, il nous faut du gras. Il nous faut du jaune d'œuf. Alors ici, les chefs depuis toujours disent la moindre goutte de blanc dans une mayonnaise l'empêche de monter. Donc on va essayer de faire le contraire, si on va faire une mayonnaise au blanc. Donc ça on va bien voir. Alors on a de l'huile. Alors cette huile, alors je vous invite à penser qu'il y a beaucoup d'huile, l'huile de pistache, l'huile de tournesol, l'huile de café, l'huile de noix, l'huile de noisette, de pépins de raisin. Elles sont toutes différentes, elles sont toutes merveilleuses. N'hésitez pas à varier vos huiles. L'huile de coude, ça c'est pour vous. Alors, vous vous rappelez que dans ce récipient, il y a de l'eau et des protéines pour l'instant. Point. Et de l'air. Hein. Tiens. Qui serait capable de faire 1 mètre cube de blanc en neige avec un seul blanc d'œuf? Vous êtes capable? Alors je suis heureux de vous dire qu'avec des enfants handicapés, nous avons battu le record du monde du plus gros blanc d'œuf en neige. Avec un blanc d'œuf, nous avons fait 40 litres. Comment? En utilisant ce qu'on a entre les deux oreilles. Voilà. On a donc, votre prénom c'est Édouard a battu un blanc en neige. Au bout d'un moment, le blanc de neige est ferme et il ne gonfle plus. Pourquoi ça gonfle plus? De l'air, vous vous rappelez, il y a de l'eau, des protéines et de l'air. De l'air, on en a plein, donc c'est pas l'air qui manque. Surtout vous ne manquez pas d'air. Donc on manque soit d'eau, soit de protéines. Donc est-ce qu'on manque d'eau ou de protéines? On n'en sait rien. Quelle est l'expérience la plus simple à faire? Rajouter de l'eau. Et bien si vous faites l'expérience comme ça chez vous, ne prenez pas de l'eau, prenez du jus de pomme, du jus de framboise, du jus de fraise, du café, du thé. Vous rajoutez une cuillerée d'eau, vous battez, une cuillerée d'eau, vous battez. Et bien au bout de 2h30, nous avons ainsi obtenu 40 litres de blanc de neige. Et alors 40 litres que vous pouvez mettre au micro-ondes, et à ce moment-là, ça le solidifie, et vous avez comme un soufflé que vous avez fait avec le goût que vous voulez. Bon. Ça, c'est mon invention des Geoffroy, j'ai appelé ça Geoffroy. Mais là, maintenant, on a notre ami qui est prêt à battre. Donc là, maintenant, on va faire une émulsion. Alors, le mot émulsion vient du latin emulgere, qui veut dire traire. Qu'est-ce qu'on traite? Les vaches, pour avoir quoi? Du lait. Et le lait, c'est du gras dans l'eau, hein, avec des protéines. Donc on a du gras, on a de l'eau, on a des protéines. Donc allez-y, il faut qu'un élève à Grand-Paris-Tech verse l'huile goutte à goutte. Pendant que... Goutte à goutte? Oui, enfin, goutte à goutte. Alors qu'est-ce que ça veut dire goutte à goutte? C'est écrit dans les deux livres de cuisine, on ne comprend pas très bien. Mais nous on va verser du mieux qu'on peut, c'est-à-dire doucement. En gros, quand vous faites une mayonnaise, versez surtout au début l'huile de telle façon que il n'y en ait pas trop. Il faut avoir une demi-cuillère. Après, ça peut aller plus vite. Je vous rappelle qu'on peut faire 60 litres de mayonnaise avec un seul œuf. Alors, oui, à condition d'être élève à Grand-Paris-Tech ou d'avoir suivi les enseignements d'Hervé Christensen. Voilà. Oui, alors allons-y. Vous pouvez le tenir à deux mains, vous aurez plus de facilité. Hein. Non, mais je parlais de notre ami qui bat. Hein. Ah, il ne faut pas plus fort que ça. Hein. Je vous rappelle que le fouet doit couper les gouttelettes d'huile en deux et en deux et en deux et en deux et en deux. Alors vous voyez, si vous avez une gouttelette d'1 centimètre en deux, ça fait un demi, un quart, un huitième. Si vous fouettez 20 fois, vous avez un millionième de centimètre. Donc on ne les verra plus. Et donc il faudra un microscope. Alors ici, ce machin n'a aucun goût pour l'instant. Parce qu'il y a de l'eau, des protéines, de l'air, de l'huile qui n'a pas de goût. Donc c'est bien parce qu'on va pouvoir donner du goût. Sur mesure. On va pouvoir donner de la couleur aussi. Alors attendez, la couleur. Quelle couleur vous le voulez? Vert, ça vous va? Non, on va faire une vraie émulsion. Hein. Quelle couleur vous le voulez? Vert, ça vous va? Ouais, vert comme un Grand-Paris-Tech. Attendez, je vous mets un tout petit peu de vert. Voilà, ça va être vert. Voilà, oh là, j'en ai mis trop. Hein. Vous voyez, une toute petite quantité de colorants. Ce sont des chlorophylles. Les chlorophylles, c'est extrait de tous les végétaux. Donc c'est naturel d'origine. Hein. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc vous voyez qu'on est en train de... On a fait de la couleur, on a fait de la consistance. Si on avait un stand avec un four à micro-ondes, on pourrait le passer au micro-ondes. Est-ce que vous connaissez un stand avec un four à micro-ondes? À côté, il n'y a pas un voisin qui a des micro-ondes? Ça vous ennuie de demander en face, par exemple, s'ils ont un micro-ondes? Non, mais j'avais demandé d'abord que tu
Pardon? Ouais, vous voulez. Et on leur apporte un verre qu'on va chauffer pendant 20 secondes. Donc ça va pas être... Alors voilà, la mayonnaise prend très bien. Ce n'est pas une mayonnaise, parce que mais ça prend très bien l'émulsion. Arrêtez un peu de fouetter, voilà. Maintenant, il faut fouetter plus fort. Je vous invite à penser que quand vous faites une mayonnaise, si vous voulez qu'elle soit plus ferme, il faut fouetter beaucoup plus vigoureusement. Les cuisiniers appellent ça serrer l'émulsion. Et pourquoi? Parce que les gouttelettes sont de plus en plus nombreuses, donc elles vont... Alors, pourquoi les mayonnaises sont-elles épaisses? Alors voilà, vous pouvez vous coller à elle, s'il vous plaît, tous les trois, vous mettez en rang, voilà. Vous collez contre lui. Oui. Voilà une mayonnaise avec 3 gouttelettes d'huile qui sont dans l'eau. Vous voyez la gouttelette au milieu, elle est coincée, donc elle ne peut pas bouger. Si elle ne peut pas bouger et qu'elle est une gouttelette qui ne peut pas bouger aussi, aucune gouttelette ne bouge, donc la sauce, quand on la verse, elle ne coule pas. Donc la mayonnaise devient épaisse. Voilà. Alors là, notre ami, ah oui alors, on l'applaudit, il a fait une mayonnaise sans jaune d'œuf, entièrement de synthèse. Elle est très bien, et on va l'inviter à goûter. Alors, on va lui donner une cuillère. Alors, pour l'instant, il n'y a aucun goût. Est-ce qu'on a du sucre? Oui, ouais, oui. Du sucre, ouais. Si on avait du sucre, ça pas mal, hein, un bon morceau. Alors, on a mis des protéines, au début, on a mis des protéines d'œufs, en l'occurrence, voilà. Alors, les protéines d'œufs, c'est donc une poudre blanche, c'est pas de la cocaïne, hein. Je ne m'appelle pas, je ne sais plus comment, vous voyez, donc des protéines, ça s'achète à la tonne, ça se produit à la ferme, hein. On peut produire, pardon, une poudre blanche, on peut le sortir ici, on va le mettre là-dessus. On peut avoir des protéines de pois, de soja, de ce qu'on veut, hein, voilà. Donc les protéines végétales sont très importantes sans doute pour le futur. Et puis, donc on a des protéines, de l'eau, de l'huile, de l'air pour l'instant. Et de la couleur verte. Et on a du sucre, voilà. Alors vous pouvez goûter, allez-y. Vous nous dites comment c'est. C'est gras, ça tombe bien, ça ne peut être que gras. Donc maintenant, on va l'améliorer un peu. Est-ce que vous pouvez battre de nouveau? Ouais. On va mettre... L'être humain, il aime le gras et le sucre. Je vous invite à penser que quand vous faites des frites, si vous ne les épongez pas en sortir du four, il y a un demi-gramme d'huile de friture qui rentre dans la frite. Et le pire, c'est que tout le monde préfère penser comme ça. Un demi-gramme d'huile de friture rentre dans chaque frite, Donc les frites, c'est du gras. La mayonnaise, rassurez-vous, c'est 95% de gras. Le chocolat, c'est 50% de gras, 50% de sucre. C'est quand même pas mal pour ce qu'on a. Ouais. Alors, pas mal. Alors maintenant, je vous invite à goûter de nouveau. Donc maintenant, il va me dire c'est gras et sucré. Il n'y a pas de scoop. Voilà. Allez-y, dites-moi que c'est gras et sucré. C'est gras et sucré. C'est plus sucré que gras. Le sucré fait disparaître le gras de façon très étonnante. Qui veut goûter? On a des cuillères. Oui. Ah, on a une aventurière à côté là. Alors il y a des tas de cuillères, prenez les cuillères, goûtez donc cette émulsion, c'est donc une émulsion. Alors, vous pouvez distribuer les cuillères s'il vous plaît. C'est une émulsion verte de synthèse, entièrement de synthèse. Vous voulez goûter? Grâce à de l'énergie. On va l'améliorer. Je vous rappelle que le but c'est de faire de la bonne cuisine, hein. C'est pas de faire n'importe quoi. Oui, c'est sucré, c'est un début, oui, ça va. Super. Alors, on va faire tout à l'heure. Alors, maintenant, on a donc notre affaire. Elle n'est pas encore gustativement très intéressante. Ah oui, tout le monde goûte. On va la transformer pour que ça devienne bien, pour que ça devienne bon. Hein. Tout le monde a goûté? Non, on n'a pas goûté. Goûtez. Ouais. J'ai d'autres cuillères, vous n'en faites pas. Il y a encore des cuillères. Voilà. Alors ça fait un dessert, hein, dans le fond. Vous le mettez dans une jolie tasse avec des fruits frais coupés. Je sais pas, hein, voilà, tout le monde goûte. C'est bien. Quand les gens goûtent, ça veut dire qu'ils n'ont pas peur. Je ne fais pas peur au point que les gens ne goûtent pas. Donc merci de votre confiance. Je vous rappelle que la cuisine, c'est d'abord de l'amour, ensuite de l'art et ensuite de la technique. Produire un plat, ça veut dire je t'aime. Pour ceux et celles qui cuisinent, produire un plat, ça veut dire je t'aime. Et le je t'aime, c'est pas avec des mots qu'on doit le dire, c'est avec le plat.
Et ça, on apprend à le dire à AgroParisTech, qui est la plus grande école agroalimentaire du monde. Donc pour AgroParisTech, il était... Monsieur le Président l'Académie, pour AgroParisTech, il était... C'est pas mal, mais pas assez fort. Pour AgroParisTech, il était... Non, c'est pas assez. Allez, 1, 2, 3. Pour AgroParisTech, il était... Voilà, très bien. Bon, alors maintenant, on améliore notre affaire. Mon ami cuisinier Émile Young a dit qui était un artiste, a dit que pour faire un plat, il faut une partie de violence, 3 parties de force et 9 parties de douceur. Donc quand vous composez votre cuisine, pensez bien à cette affaire-là. Alors la violence, ça peut être le poivre, ça peut être l'acide, ça peut être etc. La douceur, bon là, c'est le sucre, c'est le gras, il n'y a pas de problème. Et là, vous voyez, c'est très déséquilibré, on n'a pas les parties qui nous intéressent. Oui, venez donc goûter, venez. On a des cuillères, prenez des cuillères, goûtez cette émulsion. Vous cherchez le couteau, je n'ai pas de couteau. Non, j'ai pas de couteau. Ah si, on avait un couteau là. Il y en a voilà. un là. Votre couteau. Voilà. Alors maintenant, il nous faut de l'acidité, hein, un peu d'acidité. Alors, on prend acide citrique ou acide tartrique? Tartrique, ouais, moi je préfère aussi. Le citrique, non mais le citrique est un peu plus agressif. Moi je prendrais certainement pas l'acétique. Le vinaigre blanc, vous voyez, ça attaque, c'est une autre acidité. Alors on va mettre de l'acide. Vous pouvez rebattre encore parce que c'est votre boulot. Hein. Vous êtes payé pour ça. Hein. Alors vous êtes payé pour battre et nous goûter et nous dire si ça devient mieux. L'acide tartrique s'achète dans le commerce, vous allez chez votre boulanger, vous lui demandez de l'acide tartrique et un bon boulanger vous en trouve. La poudre de blanc d'œuf aussi s'achète dans le commerce. Hein. Ça se vend à la tonne et vous pouvez l'acheter chez le boulanger aussi. Hein. Les boulangers pâtissiers, plutôt pâtissiers. Hein. Voilà, alors est-ce que c'est mieux? Est-ce que ça a meilleur goût? Non. Il faut qu'il y ait une petite acidité, que ça remonte. Hein. Alors, on applaudit notre ami Nadège, grâce à qui on a eu tous ces matériels. Hein. Alors, pour Nadège, holo, et puis bip. Merci. Alors, voilà, c'est mieux. C'est plus équilibré. Est-ce qu'il en faut un peu plus pour avoir de la vivacité? Peut-être. Alors, on va rajouter. Alors, vous voyez que, contrairement à la cuisine moléculaire, il n'y a pas de matériel compliqué. Hein. On fait ça en cuisine. Il n'y a qu'un truc qui est différent, c'est les ingrédients. Hein. Non, je ne vais pas dire, c'est moi j'en mettrai un tout petit peu plus. Voilà, voilà. Avec ça, ça devrait aller. Voilà. Mais alors avec ça, on n'aura pas encore l'odeur. Et vous vous rappelez que quand on a fait notre dégustation tout à l'heure, il faut qu'il y ait une odeur rétronasale. Rétronasale, ça veut dire qu'on a des canaux entre la bouche et le nez. Vous voyez, quand on boit la tasse, ça passe par le nez et ça rentre dans la bouche. Ou l'inverse, je ne sais plus. Bref, il y a des canaux et c'est comme ça que les molécules odorantes vont passer. Alors vous nous goûtez, vous nous dites si c'est bien. Et alors maintenant, voilà le scoop de la journée. Je suis très heureux, très heureux de vous dire que un jeune homme de l'école de chimie de Paris avait accepté de produire ces produits qui sont seulement des odeurs. Ça c'est un composé odorant pur. Malheureusement, ce garçon a décidé d'arrêter et la bonne nouvelle, c'est que des Suisses vont commercialiser ces produits-là. C'est des gens très bien qui gagnent le Bocuse d'Or. Et alors vous voyez, des produits odorants, il y en a plein. Alors je les mets dans un sac en plastique parce que ça sent très fort. Il suffit d'une goutte. Alors je vais vous faire goûter. Alors qu'est-ce qu'on va goûter? On va goûter... Ah non, pas le fromage, pas ce là. Pas le fromage. On va goûter popcorn. C'est pas terrible, popcorn. Ah, celui-là il est bien. Alors pour le goûter, alors vous voulez bien faire goûter à tout le monde. L'idée c'est que vous prenez votre doigt, on va vous déposer une goutte. Vous le sentez d'abord, vous allez voir il y a une odeur, et puis vous pouvez le goûter. Hein. Vous mettez une goutte. Hein. On peut faire aussi comme la tequila, vous le mettez dans le creux comme ça. Hein. Alors, ce composé s'appelle le 6-hexénol. C'est un composé odorant qui se trouve dans tous les fruits et légumes. Et vous voyez qu'il a une odeur, il sent le gazon fraîchement coupé, hein, l'huile d'olive très vierge. Et vous pouvez goûter, vous allez voir, c'est ce goût-là. Parce que ça remonte vers le nez et on a ce goût. Alors, est-ce qu'on va en mettre dans notre préparation? Pourquoi pas? Vous voulez goûter? Madame, venez goûter. Ah, vous allez goûter. On va vous faire goûter. Alors, des produits comme ça, j'en ai plein. Hein. Celui-là, ils sont un peu beurre et caramel.
On aurait un élève de l'agro volontaire? Non, un élève de l'agro volontaire? Non, pas un élève de l'agro volontaire, si. Ah non. On a besoin de nous de l'autre côté pour aller faire goûter celui-ci. Alors, vous préférez ananas ou beurre caramel? Beurre caramel ou bien poivron vert? Non, pas poivron vert, bon d'accord. Il n'est pas l'heure du poivron vert. Poulet rôti. Poulet rôti. Alors si vous pouvez faire goûter le poulet rôti, voilà. Et alors notre amie, elle est repartie. Bon, elle est repartie. Après on en fera d'autres. Alors vous voyez des produits comme ça qui sont des composés odorants purs. Il en existe 10 000. 10 000. Donc vous voyez qu'on peut jouer avec un orgue très grand. Hein. Ça ne pose pas de problème. Voilà. Ah, j'ai une noisette grillée qui est pas mal aussi. C'est quoi le premier que j'ai mis? Le premier s'appelle du 6-hexénol et c'est un produit qui a l'odeur de gazon fraîchement coupé ou d'huile d'olive vierge. Ah, alors on aime ou on n'aime pas, c'est une autre question. C'est spécial. C'est spécial, on n'a jamais eu ce goût. Donc si on est vraiment gourmand, on veut de la nouveauté, on ne veut pas du poulet rôti comme il y a 3 siècles. Hein. Voilà. Alors oui, j'ai oublié de vous dire que là, c'est très concentré. Hein. Oui, on ne le sent pas tout de suite parce que ça tapisse d'abord la bouche et ensuite c'est libéré. Voilà. Vous pouvez faire celui-là, évocation noisette. Noisette. Alors nous, on a dit que on va pas faire du poulet rôti là, on va faire quoi? On va faire. Le premier, il n'était pas terrible. Ah, j'en ai un très bien. Juste après. Vous pouvez rappeler les. Jeune fille? Ah non, c'est une doctorante, c'est pas une étudiante d'AgroParisTech. Voilà, alors celui-là, c'est ce qu'on appelle une lactone. Elle a une odeur assez caractéristique. Enfin, vous voyez, c'est une odeur, point. Et donc, ce qui nous manque ici, c'est des odeurs. Donc, on va mettre des odeurs. Alors, on a dit qu'on mettait quoi? On a dit qu'on mettait pas du fumé. On a dit. Moi, j'en ai un qui est très bien. Je vous propose celui-là. Parce que celui-là, il a une odeur intermédiaire entre l'amande amère et la cerise. Alors, voilà pourquoi on l'a appelé amerise. Il est très bon, celui-là. Pardon? Ah ben si, parce qu'il va voir, vous allez manger un soufflé. On va montrer maintenant comment faire un soufflé en quelques instants. Hein. Là, on fait durer, mais ne vous en faites pas, c'est bientôt fini. Hein. Voilà. Alors, alors, ce produit s'appelle du benzaldéhyde. C'est un produit que j'aime personnellement beaucoup. Et alors donc, dans notre préparation qui est ici, vous vous rappelez, il nous manque l'odeur. Donc maintenant, on va la mettre. Alors l'odeur, on a dit... on va pas mettre de l'oignon, on va mettre amerise. Ça vous va, amerise? Où est notre ami qui va? Amerise, ça vous va? Alors, on en met pour une préparation comme ça, on va mettre ça. Je vais forcer la dose parce que aujourd'hui, je suis généreux. Alors, vous savez, c'est comme les couleurs des enfants. On ne fait pas une seule couleur, donc on va forcément mélanger des couleurs. Hein. Alors, est-ce qu'on mélange avec une évocation citron? Citron... ah oui, boisé, citron boisé, ça va être pas mal. J'en mets deux. Hein. Qu'est-ce qu'on a mis encore? Bon, il nous manque de la verdure. Non, mais il nous manque de la verdure. Alors la verdure. Non, pas le poulet rôti, on a dit pas le poulet rôti. On a dit pas le fromage de chèvre. Pas le fromage de chèvre. On a dit, l'évocation vanille tonka. Ça peut être bon, ça. Alors, vanille tonka. Voilà. Alors maintenant, je vous invite. Alors, invite à le touiller, voilà. Vous voyez que c'est 3 fois rien, hein. C'est un enfant peut faire ça. Un enfant, il prend du rouge, du jaune, du vert. Voilà. Maintenant, vous goûtez, s'il vous plaît, et vous nous dites si ça commence à devenir bon. Il faut que ça soit bon. Hein. Pas mal. Une pointe d'acidité. Alors, il y a trop d'acidité. Il y a trop d'acidité, dans ces cas-là, non mais c'est lui qui m'a demandé qu'il y ait moins d'acidité. Hein. Allez-y. Alors, vous vous rappelez, là-dedans, il y a de l'eau, des protéines, de l'air du Nord. Donc en gros, l'acide tartrique qui va se dissoudre dans l'eau, le sucre va se dissoudre dans l'eau. Donc il n'y a pas de miracle. Maintenant, il nous faut le verre qui va aller, notre élève d'AgroParisTech, qui va aller faire... Notre élève d'AgroParisTech qui va aller faire au micro-ondes. Alors, c'est la conclusion.
ils sont tous occupés par le moment 10. Ils sont tous occupés par le moment les Ah oui, mais nous la faut celle-là. Hein. On va le mettre dans un verre propre, ça c'est pas propre. Donc il nous faut un verre propre. On va le laver, comme ça elle sera propre. Voilà. Voilà. Et on va mettre notre préparation. Imaginons que ça soit une mayonnaise. Qui a déjà fait cuire une mayonnaise au four à micro-ondes? Vous voyez, c'est quand même anormal. On est au 21e siècle. Aucun d'entre nous n'a fait cuire une mayonnaise au micro-ondes. Et donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut laver un tout petit peu mieux. Comment est-ce qu'on va faire? On n'est pas équipé, Jean-Jacques. Attendez. On va faire... Ouais, il y a une casserole. On va faire comme ça. Ensuite, on va bien essuyer. Voilà. Et puis... alors, l'idée, pour faire le soufflé, c'est pas très compliqué, donc je ramène ça. L'idée, c'est on verse, vous pouvez verser à peu près la moitié. C'est un soufflé, donc ça va gonfler. Hein. Voilà, parfait, voilà, très bien. Vous en mettez jusqu'à la moitié. Il est responsable du goût maintenant, c'est lui qui a voulu plus de sucre. Hein. Il a déterminé l'odeur, il a déterminé la consistance. Voilà, on l'embauche, il est parfait. Merci beaucoup. Voilà. Et alors maintenant, notre élève agro ParisTech, l'idée, ça va être de mettre ça au micro-ondes. Plein pot. Non, mais il est derrière. Elle est là. Ah, c'est bon. Voilà. On l'a retrouvé. Le micro. Donc, je vous explique maintenant. Veuillez, restez là. Soyez attentifs. Ah, les élèves d'agro ParisTech ne sont pas toujours attentifs. Ils sont intelligents, mais ils sont ficelles. Hein. D'ailleurs, je vous rappelle qu'Agro ParisTech est la plus grande école d'agroalimentaire du monde. Hein. Pour Agro ParisTech, il fait pip. Bon, alors voilà. Donc là, on en a de préparation. Qu'est-ce qui peut se passer si on le met au micro-ondes? Et bien dedans, il y a de l'eau. Le micro-ondes, il ne chauffe pas l'huile, il chauffe l'eau. N'essayez pas de chauffer de l'huile au micro-ondes, ça ne marche pas bien, c'est pas fait pour ça. En revanche, s'il y a de l'eau, l'eau, elle va chauffer. Et vous vous rappelez qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, donc il y aura beaucoup d'énergie. Dans pas beaucoup d'eau, ça va se mettre à bouillir. 1 gramme d'eau, ça fait 1 litre de vapeur. Donc ça va se mettre à gonfler. Quand il gonfle, ça veut dire qu'il fait 100 degrés. Donc les protéines vont coaguler, comme l'œuf va coaguler. Et donc, l'idée, c'est vous le mettez au micro-ondes, vous regardez par la porte, ça va gonfler. Quand ça arrive ici, vous le sortez et vous nous l'apportez. Voilà. Donc maintenant, il faut un grand roulement de tambour. Attention, que va-t-il se passer quand nous cuisons une mayonnaise au micro-ondes? Car c'est ça dont il s'agit. Vous vous rendez compte? On envoie des sondes sur Mars. Et aucun d'entre nous n'a fait cuire des mayonnaises au micro-ondes. C'est complètement anormal. Ou au four, ou même à la poêle, enfin, on peut tout faire. Pourquoi ne cuisons-nous pas les mayonnaises? C'est bizarre, hein? Voilà. Ou l'aioli, on pourrait cuire de l'aioli aussi, on pourrait cuire tout ce qu'on veut, vous voyez. Alors après, on va avoir, au lieu d'avoir cette consistance un peu molle, ah oui, pardon, cet homme a parfaitement fait un plat de synthèse, je vous propose de l'applaudir. Ah, on l'applaudit. Il faut les applaudissements du président de l'Académie d'agriculture pour cet homme qui a fait une sauce de synthèse que je t'invite à goûter. Avant, tu goûtes et tu applaudis après. On va te donner une cuillère. Voilà, une cuillère pour le président de l'Académie d'agriculture. Il a goûté une sauce de synthèse. C'est pas rien. Oui, fais-lui confiance. Cet homme est un ancien élève d'Agro ParisTech, donc il est vraiment très bien. Voilà. Voilà, c'est parfait. Attention, voilà. Alors c'est quelque chose qu'il n'a jamais mangé de sa vie, parce que c'est nouveau, on ne l'a jamais fait auparavant. Et je ne suis pas encore vert. Non, tu n'es pas tout vert. Tu n'as pas de bouton qui pousse. Voilà. Il y a un bon teint, vous voyez comme ma sauce donne un bon teint. Votre sauce, monsieur, lui donne un bon teint. Le sucré. Un peu sucré. Ah, il a insisté pour qu'on mette du sucre. Hein, ouais. C'est où? Très gentil. Merci. Alors on applaudit Constant Lecoeur, président de l'Académie d'agriculture, un homme extraordinaire. Ah pardon, secrétaire perpétuel. Oui, parce que notre président, vous connaissez notre président de l'Académie
d'Agriculture. Elle est là. Elle est là, voilà. Nous avons ici notre présidente de l'Académie d'Agriculture et ici notre secrétaire perpétuel. Donc vous voyez, on est devant, avec deux dieux tutélaires en quelque sorte. On est bénis. Un mot, Madame la Présidente. Vive AgroParisTech. Voilà, vive AgroParisTech. Alors pour l'instant, nous attendons notre soufflet qui doit prendre 15 secondes. On l'attend avec impatience, ça va arriver. Voilà, le voilà. Le voilà, bravo, bravo. Voilà. Ouais, il est parfait. Alors vous voyez, ça ne coule plus. Ah ouais. On a un soufflet chaud. Alors, votre épouse est présente, sinon on lui propose que ça soit elle qui goûte en premier. Comme ça, s'il y a un mort, ça sera vous le responsable. Dommage que vous n'ayez pas votre belle-mère, parce que ça aurait été plus facile. Non, mais je rigole. Les belles-mères sont merveilleuses. Voilà. Alors, vous voyez, on a un soufflet. En quelques instants, ça a pris 20 secondes. Oui, à peu près. Alors, vous le mettez dans une jolie tasse, surtout dans une jolie tasse. Ah, nous avons parmi nous Guillaume Bourrier, un membre éminent de l'Académie d'Agriculture, spécialiste des argiles. Hein. Sur le stand d'AgroParisTech, on a beaucoup de gens très éminents. On a André Fougeroux, qui est un bonhomme remarquable. On a Philippe Kimbomblet qui est là-bas, qui lève la main et est chargé de nous faire rayonner. C'est quand même pas rien. On a notre trésorier perpétuel honoraire. Voilà, on a qui encore? Enfin, bref, n'hésitez pas à rentrer sur le stand d'AgroParisTech, discuter avec tout le monde, découvrez AgroParisTech, la plus grande école d'agroalimentaire du monde, hein, c'est pas rien, et découvrez l'Académie d'Agriculture. Et maintenant, on peut faire goûter à tout le monde. Je suis persuadée que si on va véritablement vers un système 1 de régulation publique des marchés avec des régulations de marge et de prix rémunérateurs pour les producteurs et 2, un véritable soutien à l'agroécologie, en réalité ça va coûter moins cher. D'abord parce qu'on va, par la régulation des prix et des marges, on réduit aussi les marges d'un certain nombre de très grandes entreprises de la transformation et de la distribution, ça c'est la première chose. Je rappelle quand même que les marges, une petite parenthèse, hein, l'inspection générale des finances, le gouvernement s'est saisi d'un rapport en disant regardez sur un an les marges ont diminué. En réalité, nous, on a refait les calculs sur 2 ans. Quand vous prenez 2 ans, les marges ont augmenté sur les 2 ans, là, les 2 dernières années. Donc, ce que je veux dire, c'est que les marges moyennes de la grande transformation, de la grande distribution ont augmenté pendant ces 2 ans, pendant que l'inflation des prix alimentaires grandissait. Donc, on va y gagner parce qu'on va réduire les marges d'un certain nombre de très grandes entreprises et qui, du coup, distribuent des profits de plus en plus importants. Deuxièmement, on va y gagner parce qu'on va faire diminuer effectivement les coûts sociaux et environnementaux, voilà, et troisièmement, et de santé, et troisièmement, parce que les producteurs eux-mêmes peuvent augmenter leur valeur ajoutée en maintenant davantage l'emploi et en se dirigeant vers l'agroécologie. La preuve, c'est les travaux des CIVAM. Les travaux des CIVAM montrent bien en élevage comme en grande culture que quand on a une véritable transition agroécologique qui passe par exemple en culture, une très grande diversité des rotations longues sur 5, sur 10 ans. Voilà, pas comme on fait aujourd'hui avec le blé colza orge. Ou encore pire, le maïs sur maïs pendant 30 ans. Quand on fait des véritables rotations culturelles, quand on change le système d'élevage, quand on va vers l'autonomie fourragère, vers le couplage, non pas maïs-soja, mais vers de l'herbe et des céréales, d'autres types de céréales, quand on fait toutes ces transitions-là, quand on remet de la complémentarité élevage-culture au sein des exploitations, alors on peut augmenter la valeur ajoutée des exploitations, en maintenant mieux l'emploi, en préservant mieux l'environnement. Donc c'est pas vrai que c'est un système qui coûte cher. Et par ailleurs, je le rappelle aussi, depuis 15 ans, quand vous prenez l'ensemble des soutiens agricoles et quand vous comprenez les exonérations sociales et fiscales qui n'ont fait qu'augmenter depuis 15 ans, les soutiens agricoles, directs et indirects, sont la même chose qu'il y a 15 ans. Donc c'est pas vrai qu'on a diminué le soutien à l'agriculture, simplement, ce soutien-là ne convient pas. Il faut redistribuer, il est mal alloué, je ne dis pas qu'il faut le diminuer, il est mal alloué. Donc aujourd'hui, on a des soutiens qui ne permettent pas ce qu'Edgar Pisani appelait de ses voeux. C'est quand même un ministre, je finirai là-dessus, on a quand même un ministre qui a fait les lois productivistes de 60 et 62 et qui 40 ans, 50 ans après dit mais vous êtes dans l'impasse, il faut refaire la même chose mais dans une toute autre orientation en faisant face aux défis écologiques et sociaux. Et il appelle
Il appelle toutes les autorités publiques à dire maintenant faites la même chose qu'après la Seconde Guerre mondiale, mais dans le sens de l'agroécologie et dans le sens de l'agriculture autonome et économe. Et on en est incapable. On a un gouvernement qui est totalement enferré dans le néolibéralisme économique et dans le productivisme. Et qui est dans une impasse totale, faute d'imagination et faute d'idéologie dont il n'arrive pas à sortir. Et donc on va dans le mur. Et Edgar Pisani le disait voilà, avant des années, il disait on va dans le mur. Voilà. Et aujourd'hui, je suis désolée, il n'y a aucune réorientation qui est faite. Et moi, ça m'inquiète beaucoup. Et je pense que oui, ça demande non pas des changements marginaux, même pas des changements marginaux, ça va demander une rupture. Une rupture avec le néolibéralisme économique. Et oui, il va falloir se fader la question de l'Union européenne, parce qu'on a une Union européenne à 27. La France est un grand pays européen dans le cadre de l'Union européenne, mais oui, il va falloir taper du poing sur la table. Et oui, peut-être faudra-t-il ne pas respecter certaines règles si on veut pouvoir mettre en place cette grande réorientation voilà, cette grande réorientation à la fois des aides et cette grande re-régulation des marchés agricoles. Je vous présente Pierre qui va animer cette remise de prix. Il se trouve que je suis le président du CIRPA, donc on m'a demandé d'animer, de faire un mot d'introduction. Le CIRPA, c'est l'association des communicants agricoles. Et je voulais, parce que le CIRPA tout seul, c'est pas grand-chose, c'est surtout ses adhérents et ses partenaires. Et je voulais remercier aujourd'hui l'Académie d'agriculture avec Anne-Marie Le Chevalier-Guyadère et Anne-Claire Vial qui nous accueille aujourd'hui sur votre stand. Merci beaucoup. Et Sandrine, pardon. Ah, pardon, Sandrine Vincent, je cherchais le logo et je me disais bien que j'avais oublié quelque chose. Merci Sandrine. La communication, l'objectif, c'est de pouvoir expliquer des choses qui sont parfois un peu complexes, qui sont un peu compliquées, ça peut être la technique, ça peut être la science. Et aujourd'hui, vous vous êtes tous investis sur ce sujet-là avec ce concours Film Science, c'est la 2e édition. Merci beaucoup pour votre participation. Je vais laisser le micro maintenant à Pierre pour faire les transitions et animer cette remise de prix. Merci beaucoup. Merci Sébastien. Bonjour à toutes et tous. C'est assez émouvant parce que c'est la 2e édition. L'an dernier, on ne savait pas trop dans quoi on se lançait avec le CIRPA, avec INRAE, avec l'ACTA, avec l'Académie des sciences. Et on ne savait pas du tout où on allait. Et il y a eu une... Pardon ? L'agriculture, l'Académie. Ah pardon, l'Académie. Merci Philippe, ça va bien. L'Académie d'agriculture, bien sûr. Merci à l'ACTA qui nous accueille sur son stand. Et je vais passer tout de suite la parole à Claire Vial, la présidente de l'ACTA, qui va nous dire un petit mot d'accueil. Merci beaucoup de nous accueillir ici. Écoutez, ce ne sera pas très long. Merci, en tout cas, merci à vous tous. Nous, on est ravis de vous avoir parce que, bon, vous pensez bien que les instituts techniques agricoles, on ne fait pas que de la technique, on fait aussi une évaluation de la sociologie, des demandes sociétales, de tout ce qui se passe, de la séduction de nos métiers ou pas, de l'attractivité pour nos futurs chercheurs. Et donc tout ce qui concourt à montrer ce qu'on fait, à faire comprendre, à montrer comment on le fait, nous intéresse énormément. Donc bravo pour cette initiative et je me réjouis de voir les films. Merci beaucoup Madame la Présidente de l'ACTA, Anne-Claire Vial. Voilà, donc je vous disais, c'est très émouvant. Il y a toute une équipe avec laquelle j'ai travaillé pour ce jury et pour ces vidéos. Je voudrais juste les citer rapidement. Il y a Marie Ribouzeau qui anime la commission sciences au CIRPA. Merci Marie, c'est toi qui es à l'initiative de ce concours qui est très important pour inciter, encourager les personnes à se lancer dans la vidéo, sciences et agriculture. Il y a Sandrine Vincent d'INRAE. Marie, c'est la paternelle de l'ACTA. Merci. Donc l'organisme qui nous accueille et qui fédère tous les instituts techniques agricoles. Et il y a l'Académie d'agriculture, évidemment, avec Philippe Kimonglen, qui était aussi dans ce jury. Et puis dans le jury, il y avait également Florence Duprat, qui nous a rejoint, voilà, de Open Agri-Food. Voilà. Donc cette année, j'avais juste envie de vous dire, parce que l'an dernier, on a eu beaucoup de candidatures. On a un peu recadré les candidatures. Cette année, il y avait des vidéos seulement de 3 minutes maximum. On en a eu du coup un petit peu moins, mais avec une qualité vraiment nettement supérieure à celle qu'on avait eu l'an dernier. Donc on a eu
beaucoup de discussions et on était heureux de toutes les visionner. Il y aura une 3e édition, ça je peux déjà vous l'annoncer officiellement. Donc toutes les candidates, tous les candidats qui ne sont pas dans le palmarès et qui sont peut-être présents là ce soir, ne vous découragez pas et peut-être que le moment sera venu en 2024. Voilà, pour un film Ta Science. Je vous propose tout de suite de commencer avec la première catégorie, la catégorie étudiant ou start-up. Étudiante ou start-up. Et le prix va être remis à Arthur Freeman. Voilà, Arthur Freeman qui va me rejoindre, qui nous arrive de l'université de Louvain-la-Neuve en Belgique. Peut-être avant de faire la petite photo au souvenir, on va regarder ta vidéo. Ta vidéo, elle nous a intéressés. Il faut savoir que toutes les candidates et tous les candidats du concours ont dû remplir un petit... Ah, il y a un petit... Pardon, excuse-moi Laurence. Ont dû remplir un petit formulaire. Et toi, tu nous as dit que tu avais envie de te lancer en tant qu'étudiant, de te lancer dans une chaîne YouTube, que tu allais continuer. On va en parler tout de suite et on va regarder ta vidéo. Est-ce que ça fonctionne alors? Un facteur primordial dans la réussite d'un traitement On va y phytosanitaire. arriver. Peut-être pendant qu'on règle le problème technique, tu peux peut-être déjà nous expliquer. Il y a Philippe Mauguin, le président d'INRAE, qui nous rejoint. Bonsoir. Est-ce que qu'est-ce qui t'a incité à te lancer dans cette vidéo alors que tu étais étudiant, maintenant tu es diplômé d'ailleurs? En fait, c'était parti On sait tous, l'hygrométrie est un facteur primordial dans la réussite d'un fait qu'en Belgique, et je pense que c'est pareil en France, les gens n'ont pas toujours une très bonne image vis-à-vis de ça. Parfois, il y en a qui pensent qu'en fait, ils polluent, etc. Et pourtant, c'est dommage parce qu'il y en a beaucoup, des agriculteurs justement, qui ont des initiatives très intéressantes, qui sont vraiment à la pointe de ce qu'ils font, qui prennent même des risques pour tenter des techniques un peu innovantes, etc. Et donc moi, c'est ce que je voulais faire, c'était leur donner une place sur YouTube, mais aussi parce que je pense que c'est intéressant pour eux de pouvoir échanger, de pouvoir regarder ce qu'ils font entre eux, parce que par exemple, il y a beaucoup de jeunes agriculteurs qui sont sur YouTube, par exemple, qui ont fait des amis youtubeurs qui sont c'était la raison pour laquelle j'ai voulu faire ça. Ce qui nous a beaucoup intéressé dans le jury, c'était que tu prenais vraiment la peine d'expliquer les choses, d'aller vers les personnes qui font l'agriculture et de donner des définitions de concepts un peu compliqués aussi, et de manière très précise, avec des animations aussi, on va le voir. Je pense que maintenant on peut la lancer. On sait tous, l'hygrométrie est un facteur primordial dans la réussite d'un traitement phytosanitaire, en particulier avec des produits systémiques. Pour comprendre exactement pourquoi et comment bénéficier au maximum de l'hygrométrie, j'ai rencontré Hugues Favis, responsable des fermes universitaires de Louvain. Parce que la cuticule des plantes, elle est beaucoup plus perméable, plus difficile. Donc les phytosanitaires ne pénètrent pas par l'estomac, ils doivent essentiellement pénétrer pour arriver dans les cellules de la plante. Et cette cuticule est d'autant plus perméable que l'hygrométrie de l'air est élevée. En plus de ça, une bonne hygrométrie permet d'éviter que les bouteilles de protéines se dessèchent avant d'avoir parcouru la distance entre la buse et la plante. Je parle du principe que systématiquement, le moment de la journée où on a une hygrométrie de la réalité, c'est que il y a des jours où on peut faire toute la journée, où on a un bon résultat sur le rageux, on a des hygrométrieurs, et évidemment, quand c'est le rageux, on a un risque de surface qui vient nettoyer. Il faut vraiment raisonner le moment de traitement en fonction de tous ces paramètres. Non seulement l'hygrométrie est élevée le matin, mais en plus, la vitesse du vent est faible, ce qui limite bien sûr la dérive des produits. En plus de ça, la plante en fin de vie n'a pas encore subi de stress hydrique, ce qui signifie que ses stomates sont encore bien ouverts, et donc que la plante fait circuler sa sève, ce qui permet de bien répartir les produits dans la plante. Ce qui est très important, c'est que les niveaux de le traitement nous justifie. Parce qu'évidemment, il va préciser votre conversion. Si on a une rosée qui est très très forte, et qu'on arrive avec une pulvérisation par exemple à 400 litres à l'hectare, c'est qu'on faisait plus vraiment il y a 20 ou 30 ans, les 400 litres hectares plus la rosée, ça fait beaucoup d'eau, et on peut avoir des gouttes qui se forment. Donc généralement, les gens qui s'intéressent à ces traitements comme l'hygrométrie vont travailler avec des volumétries
comprenons en plus, ça vient favoriser encore ce raisonnement, que l'efficacité des pesticides, elle est nettement plus importante quand on travaille à des concentrations élevées. Donc, quand c'était une molécule dans 400 litres de hectare ou dans 100 litres de hectare, là on aura une plus grande efficacité dans les 100 litres de hectare. Voilà, on n'y a pas beaucoup, on peut l'applaudir, Arthur Freeman. On pourra revoir la vidéo sur la chaîne du CIRPA et sur ta chaîne YouTube, c'est ça? Sur YouTube, c'est Delta Phyto, voilà, c'est Delta DLTA et Phyto comme produit phyto. Vous savez où la retrouver pour la voir avec un meilleur son, tranquillement à la maison avec votre casque peut-être. Peut-être qu'on peut faire une photo, je propose peut-être à Sandrine et à Marie peut-être de venir remettre officiellement le diplôme. Est-ce que Marie serait là? Elle est pas là, Sandrine, ah voilà, pour la photo. Et donc Arthur Freeman, comme tous les lauréats du concours, va recevoir un chèque de 500 € pour s'équiper et faire ses prochaines vidéos. Voilà, et on te souhaite de continuer comme beaucoup de lauréats l'an dernier. Voilà, on va passer à la... Merci beaucoup Arthur, tu restes pour faire la photo finale avec tous les lauréats ensuite. On va passer à la catégorie suivante, la catégorie agricultrice et agriculteurs. Donc on a perdu le PowerPoint, mais bon c'est pas grave, on va y arriver. Roulement de tambour, le prix agriculteur ou agricultrice est remis à Nadège Petit. Voilà, alors avant de te remettre ton diplôme du film Ta Science 2023, Nadège, félicitations. C'était pas facile de trouver la personne qui allait succéder à Laurie Poussier l'an dernier. Et on a beaucoup aimé dans le jury ta vidéo parce qu'elle vient du cœur, elle est quand même très précise, elle nous a fait découvrir un sujet qui est complètement nouveau, inédit, et je te propose qu'on la regarde avant d'en parler. Reste là, reste là. Je suis Nadège, je suis agricultrice. Je suis aussi vinicultrice de produits du lin, dans le sud du département de l'Eure. Connaissez-vous le lin, ou flax en anglais? C'est une culture que l'on trouve notamment en France et dans toute l'Europe de l'Ouest, de Caen à Amsterdam. C'est une culture que l'on fait pour sa fibre textile, pour les vêtements, pour les objets composites en lin. C'est une culture passionnante, mais aujourd'hui on est là pour parler science. Alors on va parler d'une nouvelle technique utilisée sur les semences. Depuis 2018, notre coopérative Terre de Lin utilise un procédé naturel et des technologies de pointe pour traiter les semences. Elles ne sont plus traitées chimiquement, mais grâce à de la vapeur d'eau. C'est dans cette grosse machine, appelée le thermosème. Allez, je vous explique. Comment fait-on des semences de lin? À la ferme, on est semencier, c'est-à-dire qu'on récolte le lin pour sa fibre, mais aussi pour la graine qui sera la future semence. La graine se trouve dans les petites capsules que vous voyez. Le lin est arraché, posé au sol pour son rouissage pour la fibre. Quelques jours après son arrachage, on passe l'écapsuleuse qui va venir récupérer les capsules et les écraser pour extraire les graines. Nous récupérerons les graines de notre champ de lin. Chaque champ est bien spécifique par sa variété. Et les variétés sont allotées dans des caissons pour ne pas les mélanger. Les caissons seront ensuite emmenés dans les usines pour être triés puis traités. Pourquoi traiter les graines? En fait, les graines sont vecteurs de maladies. Elles portent sur elles des petits éléments pathogènes comme des champignons, des bactéries. Et il faut les traiter pour pouvoir avoir des graines saines pour les semer l'année prochaine. Et on a remplacé la chimie par une méthode ancestrale, la vapeur d'eau. Alors à l'échelle de la casserole, c'est facile, mais industriellement parlant, c'est impressionnant. Comment fonctionne le thermosème? C'est deux gros caissons. Le premier, les graines sont emmenées sur un tapis dans un tunnel avec de la vapeur d'eau,
puis elle tourne dans une caisse de refroidissement et de séchage rapide. Cette technique permet de limiter les maladies dans les semences et même favorise la germination. Alors vous voyez, les semences sont prêtes pour l'année prochaine. On voit qu'elles sont traitées au terme de semaine. En route pour les SMI. À bientôt. Félicitations Nadège Petit. Bravo. Et pour remettre le prix, voilà. Venez à me faire bien. Merci beaucoup. Claire vient de rester avec nous pour la photo. Venez un peu plus près pour la photo. Félicitations Nadège. Nadège, tu es secrétaire de l'association France Agricultos, tu es habitué de la com positive pour l'association et tu fais beaucoup de photos. Moi j'avais envie de te demander quel était le challenge de la vidéo maintenant pour toi, est-ce que ça a été plus difficile? La vidéo, j'avais l'habitude en tant qu'étudiante de faire toutes les vidéos de ma promo, donc c'est des choses que je fais depuis longtemps, mais que j'ai un peu moins de temps de faire et toutes les photos, toutes les vidéos qu'on voit en fait, je passe mon temps à faire avec mon appareil photo dans les champs quand on travaille, mon appareil photo ne ressemble plus à rien, plein de poussière, etc. Mais c'est important de prendre les photos au cœur du travail. Donc voilà, c'était un moyen pour moi de mettre en avant et la culture du lin et faire de la vidéo. Et puis aussi cette nouvelle technique, le thermocène, qui je trouve est quand même quelque chose de assez révolutionnaire et voilà, qui n'est pas assez connu à mon goût, donc c'était l'occasion d'en parler. Et si ton appareil photo rend l'âme, tu sais que tu vas pouvoir acheter un nouveau matos avec les 500 € du concours Filmutation. Merci beaucoup, merci à tous. Bravo à toi. Voilà, et on va passer à la troisième des catégories, la catégorie professionnelle de l'agroalimentaire. Et je vous propose tout de suite de découvrir le lauréat ou la lauréate de cette catégorie. Pauline Créac. Je l'ai vu avant, voilà. Ingénieur à l'Italie. On a été très intéressé par ta vidéo que tu as réalisée avec un journaliste, je crois, de Réussir, c'est ça? Oui, on a réalisé cette vidéo avec le groupe Réussir dans le cadre du concours Itainov qui a eu lieu l'année dernière, ce concours qui était organisé par l'ACTA et l'ACTIA et pour lequel on a aussi été lauréat, donc c'est le deuxième prix sur ce projet. Donc, je suis très contente, merci. Et on a découvert aussi quelque chose de très innovant. On sent que tu as pris du temps pour expliquer cette innovation et que tu as utilisé aussi des méthodes visuelles pour comme ce qu'on voit là à l'écran, pour qu'on comprenne bien, que le public comprenne bien. On va regarder la vidéo, on en parle un petit peu après. Je suis ingénieure à l'Italie, Institut technique des filières avicole, piscicole et cunicole. On réalise de la recherche appliquée pour ces filières. Et donc je travaille sur l'élevage de précision. Hydroelectric utilise un jeu de caméra, comme on peut le voir ici, qui enregistre et analyse le mouvement de chaque animal dans le champ de vision de la caméra. Un panel d'indicateurs est généré, ce qui permet à l'éleveur d'y jeter un œil et de vérifier que tout va bien. Et dans le cas contraire, identifier les premiers signes d'un problème pour réagir tout de suite. Je pense que ça peut faciliter le quotidien de par le gain de temps déjà, et puis une visu assez régulière des animaux, autre que l'œil de l'éleveur. Donc ici nous avons par exemple le retour caméra. Le système permet de détecter chaque animal dans le champ de vision, de suivre très précisément son mouvement, sans nécessiter d'équiper les animaux de puces ou de tags. Nous pouvons aussi calculer la surface de chaque rectangle au-dessus des poulets, qui permet d'approcher le poids des animaux et de détecter des animaux plus petits. Son efficacité n'est pas seulement technologique. Le point important, c'est que les indicateurs calculés dans les Hydroelectric s'appuient sur une méthode de référence utilisée sur le terrain pour mesurer le bien-être animal. C'est la méthode EBEN, qui est développée par l'Italie. Et donc, les indicateurs
au regard de cette technique d'évaluation établie. L'innovation par rapport aux solutions existantes, c'est que on va plus loin que des observations zootechniques seules. On va jusqu'au calcul d'indicateurs. Et aujourd'hui, il n'y a aucune solution sur le terrain qui va jusqu'à ce calcul d'indicateurs de bien-être. Au quotidien, ça peut apporter un service vraiment du visuel autre que l'œil de l'éleveur. Donc c'est quelque chose qui peut nous permettre de voir l'activité de nos volailles en instantané au quotidien, qui permet d'apporter une plus-value pour prouver que nos volailles sont très bien élevées. Le système fonctionne dans les conditions commerciales d'élevage de poulet de chair, c'est-à-dire qu'il fonctionne aux densités commerciales. Demain, l'éleveur disposera d'un tableau de bord sur lequel un panel d'indicateurs sera présent et il pourra vérifier que tout se passe bien en un coup d'œil. Pour le moment, Broiler Track est au stade de prototype, mais il faudra continuer le développement pour qu'il puisse être commercialisé pour les éleveurs de poulet de chair. Paul Applaudia, bravo Paul. Pour remettre le prix, j'aimerais bien appeler Florence Dupraz. Ah pardon, non, bien sûr. Et bien Florence aussi. Ah non. C'était pas coordonné. Voilà, c'était de ma faute. On avait tous envie de remettre ce prix en fait, c'est ça. Ouais, voilà. Il se trouve qu'on va peut-être le faire avec moi. Moi j'ai aussi eu un coup de cœur pour ce film, pour la vidéo que vous avez faite, à la fois parce qu'elle est très pédagogique, très claire, et ça c'est vraiment pas très loin de la recherche en train de se faire. On avait aujourd'hui un mini-colloque avec l'ACTA et IMAE sur le stand d'IMAE sur l'agroécologie et le numérique, et on a parlé de ça. On a parlé de ce qu'apporte le numérique, le traitement, l'image, pour faire à la fois le bien-être animal, mais aussi le bien-être des éleveurs. On parle maintenant de one welfare, on parle de one health. On a besoin de trouver des solutions qui soient à la fois positives pour les éleveurs et pour les animaux, et c'est un super projet, bravo. Voilà, Florence. Bravo aussi, c'était aussi mon coup de cœur. On a réalisé la fresque du bien-être animal au sein de l'Open Agri-Food. Et c'est un film qui parle vraiment par rapport à cette fresque. Bravo. Voilà. On va l'applaudir. Ce que je voulais dire simplement, il y a beaucoup de lauréats qui nous ont beaucoup touchés, et Florence, qui a fait donc la fresque avec bien-être animal pour Open Agri-Food, a été aussi très touchée par une autre vidéo candidate, et peut-être que tu peux nous en dire un petit peu. C'est un film qui parle de la poule et de comment elle fait des œufs. Et on a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui ne savent même pas comment on obtient un œuf et comment l'œuf au plat avant ce qu'il a été. Ce film est très pédagogique, il explique comment se forme la coquille, etc. Et moi, il m'a aussi beaucoup plu. Donc ce film, il est signé Géraldine Maréchal, que j'ai vu là, qui est en train de se cacher du coup. Et on voulait aussi te féliciter pour cette toute première vidéo, parce que tu nous as écrit que tu t'étais lancé grâce au concours Filmotation. On peut l'applaudir aussi. Il faudra continuer, et même si tu n'as pas le prix cette année, peut-être que ce sera pour 2024. Merci beaucoup. Voilà, on l'applaudit encore Géraldine. Et il y a quand même encore un prix, malgré tout, parce qu'on avait un autre coup de cœur en dehors de Géraldine, et donc on a décidé de remettre un prix espoir, et pour le remettre, je vais appeler Marie-Françoise Chevalier-Le Vialaire, la présidente de l'Académie d'Agriculture de France, pour le remettre, et on va tout de suite découvrir de qui il s'agit. Je te laisse passer le slide. Il s'agit donc de Laure Larénie, mais pas seulement Laure Larénie et compagnie, comme elle m'a soufflé dans l'oreille tout à l'heure, avec 6 autres camarades du lycée agricole de Mel, en production animale. Et vous avez aussi réalisé, c'est votre toute première vidéo alors. Excusez-moi. Merci. Oui, c'est ma toute première vidéo. Nous, on s'est engagés dans ce projet parce qu'on voulait promouvoir l'agriculture de demain, l'agriculture durable. C'est une agriculture avec beaucoup de valeurs, notamment le lycée qui propose par exemple de l'agroécologie, c'est quelque chose qui nous tient à cœur.
Et je pense que si on n'intègre pas aujourd'hui des valeurs comme ça, on ne pourra pas répondre aux attentes sociétales et faire comprendre notre futur métier. Alors, on va regarder votre vidéo. Je crois qu'il y avait un petit souci technique tout à l'heure. J'espère que ça fonctionne. Je crois que malheureusement, on va en parler pendant ce temps-là. Vous allez nous expliquer de quoi vous parlez, parce que je crois que le son est tellement mauvais qu'on va pas pouvoir entendre. Qu'est-ce qu'il veut nous expliquer? Voilà. Il y a l'enseignante aussi qui est présente. Est-ce que vous voulez nous rejoindre peut-être? Qu'est-ce qu'il peut nous expliquer? En gros, on a décidé de montrer les aspects de coprophage, comment ça fonctionnait. Donc les larves elles sont dans le sol, après donc elles vont dans l'animal et après elles se retrouvent dans les excréments, et du coup on voulait montrer l'intérêt d'éviter d'utiliser de l'antiparasitaire, parce que du coup ça va avoir un effet direct après sur la prairie, parce que du coup ces excréments ils vont se retrouver, ils vont servir pour fertiliser la prairie. Mais du coup, si on met des produits antiparasitaires, ça va déranger un petit peu cette pousse. Et du coup, on voulait montrer un peu le cycle sans fin des insectes coprophage. Ça a été compliqué de faire une vidéo comme ça pour expliquer tout ça? Oui, un peu quand même, parce qu'on connaît un peu l'agroécologie, mais du coup, on a contacté deux autres étudiants en BTS. Un étudiant de BTS-PA qui nous a aidé sur plutôt la partie animale, et un étudiant de BTS-GP qui nous a plutôt aidé sur la partie environnementale de ce projet. Et du coup, sans eux, ça aurait été un peu compliqué de réaliser notre vidéo. Et après, on s'est un peu tous répartis les tâches. Il y en a qui sont occupés des interviews, il y en a qui sont occupés du montage, et il y en a qui sont occupés d'envoyer et de faire la vidéo. Félicitations, on va appeler Madame Chevalier-Leguillada pour vous ramener. Je le donne à tout le groupe qui est allé c'est Mathilde, d'accord. Et vous remercier parce que vous nous montrez excellemment que la science c'est aussi un regard, c'est la manière de regarder le monde. Et là, à travers vos images, on regarde les moutons, c'est magnifique, donc bravo. Et c'était pas si facile que ça à faire, donc vous avez vraiment réussi, donc, et poursuivez pour l'année prochaine. Merci Madame Chevalier-Leguillada. Bravo à vous 7. Bravo à l'enseignante aussi qui vous a accompagné. Vous allez aussi repartir avec un chèque de 500 € pour la classe, pour le lycée agricole, pour continuer à faire le directeur. Voilà, déjà. En tout cas, vous allez pouvoir vous équiper pour continuer, j'espère, parce que vous allez continuer à faire des vidéos ensemble. Oui, je pense qu'après nous, c'est notre dernière année de BTS, donc on va laisser en première année la collège de le faire, mais après je pense que dans nos études, on va continuer avec tous les agriculteurs, tous les messages positifs qu'on a. Voilà. En tout cas, c'était vraiment le sens pour le jury de ce prix Espoir. On veut vraiment vous encourager à continuer, soit ensemble, soit chacun pour soi. Vous allez pouvoir créer plein de chaînes YouTube sur l'agriculture dans la suite de votre carrière. Et voilà, on vous y encourage. L'an prochain, on vous a mis l'adresse ici du contact@cirpa.fr. Envoyez un mail dès maintenant parce qu'on a déjà prévu de faire une 3e édition du concours Film Ta Science. Donc vous allez peut-être pouvoir proposer une nouvelle vidéo. Et si vous envoyez, donc ça s'adresse à tout le monde. On va très rapidement ouvrir les candidatures. Donc envoyez un mail dès maintenant, comme ça vous serez les premiers informés et vous inscrire pour l'édition 2024. Voilà. On les applaudit encore tous les 7 ans.
Encore un grand merci à tous les lauréats, Pauline, Nadège, Arthur, oui Arthur. Vous pouvez revenir sur scène pour faire la photo de groupe. Et j'en profite pour remercier l'Académie d'agriculture, l'INRAE, ACTA qui nous accueille, le CIRPA, et remercier aussi Laurence Planquette qui a coordonné toutes les candidatures, et sans elle, on n'aurait pas pu, on l'applaudit aussi Laurence, les photos, on n'aurait pas pu faire ce concours. Merci Marie aussi, Marie Rigouzeau, qui est à l'origine de l'idée de Filmotation.